Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer le deuxième chapitre sur les mobilités touristiques internationales en s'intéressant à l'essor du tourisme dans notre monde contemporain. Donc on va essayer de faire une sorte d'état des lieux, de concevoir une géographie du tourisme mondial et de voir son poids économique dans notre monde actuel. Le monde vu d'une perche à selfie, ça donne la même tête à tous les coins de paradis. Bonjour. En autocar, en bateau, en train ou en avion, le rouleau compresseur est en marche. En 2018, les touristes ont accompli 1,4 milliard de séjours à l'étranger pour le plaisir, contre 500 millions pour l'année 2000. Une personne sur 10 dans le monde travaille à leur vendre du rêve. Et avec plus de 8300 milliards de dollars générés, soit 10% du PIB mondial, le vacancier, c'est l'aubaine économique des temps modernes. Dans cette vidéo, on a plusieurs chiffres, plusieurs données qui sont intéressantes et qui montrent l'ampleur du tourisme aujourd'hui et l'importance économique que cela représente. Pour commencer et pour revenir sur la vidéo précédente, on a vu qu'il y a eu tout un processus historique de développement du tourisme et surtout de démocratisation qui a rendu l'accès au tourisme possible à bien plus de personnes et de telle manière que, effectivement, comme il est dit dans la vidéo, le nombre de touristes est en constante évolution, de telle sorte que si en 1950 il y avait 25 millions de touristes internationaux, en 2018 ils sont effectivement 1,4 milliard. Donc ces chiffres révèlent bien l'importance de l'augmentation du nombre de touristes internationaux dans le monde. Dans cette vidéo, on a un autre chiffre intéressant qui apparaît, c'est la part que représentent les activités touristiques dans le PIB mondial. Il s'élève à 10%, c'est-à-dire que le tourisme produit 10% des richesses produites à l'échelle planétaire, de telle manière que le tourisme représente un bénéfice approximatif, encore une fois, de 8300 milliards de dollars. Alors comme je vous le disais en géographie, parfois c'est un petit peu dur d'établir des statistiques, notamment à cause de ce qui n'est pas répertorié, des activités illégales. On peut penser par exemple aux services non répertoriés, aux ventes illégales sur les plages ou dans les rues, de souvenirs ou alors d'aliments de consommation. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'agriculture ne représente que 4% du PIB mondial. Le secteur touristique fait donc partie des secteurs les plus rentables, les plus importants dans l'économie mondiale. Pour le bon fonctionnement de ce secteur, beaucoup de personnes travaillent dans les activités touristiques ou liées au tourisme. Cela représente une personne sur 11 qui travaille dans le domaine touristique. En effet, l'activité touristique repose sur un grand nombre de travailleurs puisqu'elle s'appuie sur des activités très diversifiées. Je vous l'avais déjà dit, il faut comprendre que dans le tourisme, on comprend par exemple les entreprises qui vont organiser les voyages, qui vont proposer des croisières, qui vont proposer des expéditions, mais on va aussi avoir les compagnies de transport, les transports aériens en premier lieu, les transports ferroviaires, etc. On peut évoquer bien évidemment toutes les activités liées au divertissement, les activités culturelles aussi autour des musées, des monuments, du patrimoine. Et enfin, on peut évoquer les entreprises de restauration, mais aussi d'hôtellerie qui vont se charger de la logistique durant les séjours des touristes. Donc on se rend compte qu'effectivement le tourisme va nécessiter beaucoup de structures, beaucoup de travailleurs et va générer beaucoup d'argent. L'impact économique du tourisme est tel que certaines communes vont totalement se tourner autour de l'activité touristique, mais ça nous le verrons plus tard. Cependant, malgré l'importance et l'ampleur du tourisme dans le monde, il faut se rendre compte que les mobilités touristiques ne concernent que 10% de la population mondiale. Et cela, on va essayer un petit peu de le comprendre à travers une étude géographique du tourisme. Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie, même la Corée du Nord a ses tours opérateurs. Une fièvre occidentale qui ne cesse de croître en Chine. Le tourisme y a fait un bond de 254% entre 2009 et 2015. Dans le même temps, la part de PIB associée au secteur grimpe 1,5 fois plus vite que le reste de l'économie mondiale. Jackpot. L'autre phénomène important que nous avions vu avec le tourisme, c'était son expansion territoriale, son expansion à l'échelle mondiale et aussi l'accroissement du nombre de touristes en provenance des pays émergents. Ici, on a l'exemple chinois où on voit une augmentation de 254% de l'activité touristique en Chine. Nous allons donc utiliser cette carte qui se base sur des données de 2017 pour se représenter l'activité touristique à l'échelle mondiale.
Afin de bien comprendre cette carte, il vous faut comprendre ce qu'est un touriste international. C'est tout simplement un touriste qui fait du tourisme dans un autre pays que le sien. C'est-à-dire qu'un Français qui vient du sud de la France et qui va visiter Paris n'est pas considéré comme un touriste international. Alors tout d'abord, ce qu'on remarque dans cette géographie du tourisme, c'est qu'il y a des grands foyers émetteurs, c'est-à-dire des lieux d'origine, de départ de touristes, donc des pays qui vont émettre des touristes. On voit que le principal foyer est l'Europe occidentale. En effet, parmi la totalité des touristes internationaux, il y en a 31% qui viennent d'Europe occidentale. Cette forte présence, cette domination européenne dans le tourisme international, il s'explique en partie par le processus historique que nous avons vu dans la vidéo précédente, qui montre bien que le tourisme est avant tout un processus occidental. À côté de ça, il s'explique tout simplement par un niveau de vie élevé, par une facilité de transport. Sur ce point, je vous renvoie à ce que nous avons vu avec les visas lors de la question des migrations. Et enfin, on peut l'expliquer aussi par un nombre élevé de congés payés, de vacances en Europe occidentale. Les autres foyers émetteurs sont l'Amérique du Nord, avec beaucoup d'Américains, et l'Asie de l'Est, avec un nombre de touristes chinois qui est en constante augmentation depuis quelques années. Les flèches rouges qui viennent d'apparaître correspondent aux flux touristiques majeurs. Pour rappel, un flux, c'est un transfert, en l'occurrence ici de touristes, qui va passer par des réseaux. Dans le cas présent, cela veut dire qu'on a des grandes routes, des grands échanges de touristes qui vont passer par des réseaux aériens, ferroviaires, donc par des grands axes de communication qui permettent ces déplacements. Et ce qu'on observe ici, c'est que la grande majorité des flux touristiques, donc c'est-à-dire 75% des visites internationales, elles vont se faire entre ces foyers émetteurs. Donc ce sont les grandes flèches qui vont lier l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Donc pour illustrer cela, on peut imaginer un habitant de Chine qui va découvrir la ville de Paris, par exemple. Et à côté de ça, on a aussi parmi ces flux touristiques majeurs du tourisme au sein de ces foyers émetteurs. Donc par exemple, un Français qui va aller en Espagne, tout simplement. Donc on peut déjà faire un lien entre pays qui reçoivent les touristes et pays émetteurs. Ce sont des pays qui sont adaptés, qui ont investi dans le tourisme, qui ont des infrastructures de départ et de réception qui sont très développées. Parallèlement à ces flux touristiques majeurs, on va avoir des flux touristiques moins importants. Et là, ce dont il est intéressant de se rendre compte, c'est qu'à l'inverse des flux touristiques majeurs, ce sont des flux qui sont unilatéraux, ils ne vont que dans un sens, par exemple de l'Europe vers l'Afrique du Sud, mais pas de l'Afrique du Sud vers l'Europe, de l'Asie de l'Est vers l'Australie, mais pas inversement, etc. Donc on va voir que globalement, ces flux touristiques secondaires, ils correspondent aux plus grandes destinations touristiques. C'est ce qu'on voit ici en orange. Donc on voit bien les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Europe occidentale effectivement, avec la Turquie aussi, qui à eux seuls ont accueilli 35 millions de visiteurs en 2017. Pour avoir un très bref aperçu du classement des destinations dans le monde, on se rend compte que la France est la première destination au monde, avec plus de 85 millions de visiteurs en 2015. Elle est suivie de près par les États-Unis, l'Espagne, la Chine et l'Italie. Mais attention, ce que ne montrent pas ces graphiques, c'est que pour autant les revenus liés au tourisme ne sont pas du tout les plus élevés en France. Avec moins de touristes, les États-Unis, avec tous leurs parcs d'attractions, génèrent beaucoup plus de bénéfices par exemple. Et il faut aussi se rendre compte que l'évolution du nombre de touristes est beaucoup plus forte en Espagne qu'en France par exemple. Vous voyez entre 2010 et 2015, il y a une augmentation beaucoup plus rapide en Espagne qu'en France, de telle manière que l'Espagne va bientôt devenir la première destination mondiale, selon les dernières estimations. Et enfin, la dernière donnée qui n'est pas montrée par ce graphique, c'est que la France est avant tout un pays de transit. Comme pour les migrations, les touristes vont faire une étape en France pour aller ailleurs. On peut par exemple évoquer des Anglais, des Hollandais qui vont traverser la France pour aller en Espagne durant l'été. Donc encore une fois, vous voyez, il faut se rendre compte que quand on essaye de comprendre une situation d'un pays par rapport à un phénomène géographique, ici le tourisme, on ne peut pas se baser d'un seul graphique, d'une seule statistique pour avoir un aperçu total de sa situation, de son classement entre guillemets. Enfin, cette carte nous montre un dernier élément, ce sont des pays qui sont de grandes destinations touristiques, inférieures à celles présentées précédemment, mais tout de même d'une grande envergure internationale, donc ce sont les pays qui sont en jaune. On va avoir par exemple la Russie, le Canada, l'Inde, l'Afrique du Sud, donc qui correspondent aux flux secondaires bien souvent, avec notamment l'Indonésie, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a des pays qui attirent plus de touristes que d'autres,
Alors déjà, on peut expliquer ça par la présence d'un environnement favorable aux activités touristiques. Aujourd'hui, le tourisme de masse, il s'appuie principalement sur l'activité balnéaire, sur donc le fait d'aller se baigner à la mer, d'aller sur les plages, etc. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des pays qui sont fortement touristiques autour des grands bassins touristiques de croisière qu'on voit ici en bleu. Donc pour rappel, les croisières, c'est un type de tourisme particulier, un tourisme itinérant, où les touristes vont découvrir des lieux environnants de cet espace maritime en se déplaçant sur un bateau de croisière. Comme pour les migrations, ce qui saute au lieu quand on compare cette carte des mobilités touristiques avec la carte du développement, c'est que ce sont les pays les plus développés qui vont bénéficier des plus grands flux touristiques, à la fois en étant émetteurs et à la fois en étant récepteurs de ces flux touristiques. Essayons maintenant de comprendre ces inégalités en termes d'arrivées touristiques à l'échelle mondiale. Tout d'abord, il faut se rendre compte que les touristes vont être frileux de se rendre dans des pays qui sont considérés comme dangereux, puisque son but premier est avant tout de se divertir, et il n'a pas d'obligation de se rendre dans ces pays, et donc il n'a pas d'intérêt de se mettre en danger juste pour se divertir. De plus, de la même manière que les migrants subsahariens sont des proies faciles pour les pays par lesquels ils passent, on peut évoquer, je vous le rappelle, la Libye, qui met en esclave et qui vole les migrants africains, eh bien les touristes ils vont avoir cette même situation lorsqu'ils se trouvent dans des pays, dans des situations d'instabilité politique ou d'anarchie. Ce sont des proies faciles puisqu'ils représentent de l'argent qui va financer des causes ou des intérêts personnels. Ainsi, une des raisons qui explique les inégalités touristiques réside dans l'instabilité politique des pays et la dangerosité de ces derniers. Donc vous voyez sur cette carte sont mis en avant les destinations qui sont déconseillées par le ministère français des Affaires étrangères en 2019, c'est-à-dire que la France déconseille aux citoyens français de se rendre dans ces pays-là, puisqu'ils considèrent qu'un touriste français serait en danger dans ces pays. Et donc effectivement, vous voyez, ça correspond aux zones d'instabilité politique que nous avions vues ensemble, avec notamment les zones sahariennes, la Syrie, des pays qui sont en guerre comme le Yémen par exemple, et des pays qui montrent une certaine violence et une instabilité très forte, notamment en Amérique centrale et certains pays d'Amérique du Sud. Et l'autre information intéressante avec cette carte, c'est qu'il y a certains pôles touristiques, c'est-à-dire des pays qui ont des grandes arrivées de touristes habituellement, qui ont subi des baisses d'arrivées touristiques et donc d'argent à cause d'événements qui ont marqué, qui font peur. Et bien évidemment, dans notre ère, c'est surtout le terrorisme. L'exemple le plus connu et emblématique est sans doute l'Égypte, qui avait justement subi des actes terroristes contre les touristes par des fondamentalistes religieux qui voulaient justement freiner cette arrivée touristique d'occidentaux qui le voyaient d'un mauvais œil. Je vous montre ici un extrait d'une vidéo de la chaîne Horror Humanum Est qui traite justement de ce sujet. Nous sommes en Égypte en 1997. Le site de Der el-Bahari est un des nombreux témoignages de l'antique civilisation égyptienne qui date de plus de 4000 ans. Situé au sud du pays, il est visité par près de 2 millions de touristes par an, l'Égypte tirant du tourisme une de ses principales sources de devises. Le 17 novembre 1997, vers 9 h du matin, un groupe de 6 hommes, habillés en policiers, se présente à l'entrée du temple d'Hatchepsout. Ils abattent les 2 vigiles et un guide à l'entrée, laissent 2 gardes pour surveiller et entrent sur le site historique où près de 400 touristes visitent les lieux à cette heure matinale. Dès qu'ils arrivent au premier étage du bâtiment, les hommes tirent des salves de pistolets mitrailleurs sur les groupes de touristes. Par groupe de 2, ils rassemblent les touristes et les abattent à la kalachnikov ou au pistolet. La tuerie dure 45 minutes, fait 26 blessés et 62 morts, principalement des touristes venant de Suisse, mais aussi des couples japonais en voyage de noces, des Anglais dont une fillette de 5 ans, 4 Allemands, un Colombien et un Français. Les 6 hommes s'échappent en taxi, puis réquisitionnent un bus pour se rendre dans un autre grand lieu touristique à 4 km de là. Le chauffeur du bus les emmène dans une fausse direction et ils sont arrêtés à un barrage de police. L'un d'eux est blessé et abattu, mais les autres s'enfuient dans la montagne. Ils sont acculés dans une anfractuosité rocheuse et sont retrouvés morts après avoir essuyé un déluge de balles déversé par l'armée et la police guidée par les habitants. La terreur qui suit ce massacre entraîne des annulations de réservations pour le reste de la saison touristique, des pertes importantes pour le commerce national égyptien et une publicité pour Gamma al-Islamia, le groupe politique dont se revendiquaient les assassins. C'est le principe du terrorisme, un petit concentré d'horreur locale avec une grande résonance internationale. On peut aussi évoquer des troubles internes comme en Turquie avec des attentats des Kurdes contre l'État d'Erdogan qui ont freiné le tourisme. Donc l'instabilité politique explique en grande partie ces inégalités en freinant les motivations des touristes de se rendre dans ces lieux.
A l'inverse, on a une valorisation des monuments du patrimoine qui passe par des sites classés à l'UNESCO, ce qui correspond sur cette carte à tous les points verts. L'UNESCO, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies qui est spécialisée dans la mise en place de projets destinés à favoriser la collaboration des États dans les domaines de l'éducation et de la culture. Donc concrètement, ce sont des bâtiments qui sont jugés très importants et qui vont gagner une notoriété internationale grâce à ce label. Et effectivement, vous vous rendez compte que là aussi, ces sites classés à l'UNESCO, ils correspondent aux pays les plus fréquentés. Et donc, il y a un attrait touristique qui est accentué par le patrimoine culturel ou naturel des pays. L'attrait de certains monuments est tel qu'il faut parfois limiter l'accès à ces monuments. On peut évoquer par exemple le Machu Picchu, qui est dégradé par une surfréquentation touristique. Et donc, on a une volonté de protéger ces monuments, ces lieux, notamment grâce à ce label. Et au-delà de la stabilité politique et des attraits touristiques des pays, on va avoir un dernier élément qui va justifier ces inégalités, et elles ont un lien direct avec le développement, puisqu'il s'agit de l'importance des infrastructures d'accueil, de transport, qui sont nécessaires au tourisme. Donc ici, on pourrait évoquer l'importance d'avoir des aéroports internationaux suffisamment grands et performants pour accueillir une arrivée massive de millions de touristes. Vous avez par exemple ici une photo de l'aéroport de Pékin-Daxing, qui est le deuxième aéroport international de la ville de Pékin qui a été ouvert en septembre 2019. Il s'agit de l'aéroport le plus grand du monde et on voit que même dans la conception de l'architecture de l'aéroport, il y a déjà une volonté d'attirer le touriste, de déployer un monumentalisme qui va contribuer à la renommée internationale du pays et donc en faire une plus grande destination touristique. Et finalement, ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est que ces pays attirent de nombreux touristes à la fois grâce à la possibilité de s'y rendre, avec notamment la présence de grands réseaux de transport, notamment aériens, mais ces pays vont aller plus loin en procédant à ce qu'on appelle une mise en tourisme de leur territoire, c'est-à-dire que les territoires vont se transformer pour gagner en attrait touristique. La prochaine vidéo portera donc sur l'impact du tourisme sur les territoires. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.